On ne donnait pas cher de sa survie, frappé de plein fouet par la fameuse crise des subprimes et de positions rémunératrices mais risquées. Cette institution financière franco-belge, symbole d'une certaine idée de l'Europe, a failli en devenir sa plus mauvaise image, voire son cauchemar. Sacré baptême du feu pour notre invité, qui arrive en plein maelstrom en 2008 à la demande des plus hautes autorités de l'État. Il quitte alors le groupe BNP Paribas, un groupe qui lui en grande partie est préservé grâce à une gestion efficace. Et puis il accepte donc de rentrer dans l'arène. Pierre Mariani, président du comité de direction et administrateur de Dexia, est l'invité de Leader. Pierre Mariani, honnêtement, quand vous arrivez aux commandes de Dexia, vous vous donnez en pourcentage combien de chances de réussir? Écoutez, j'ai accepté cette mission, en effet, dans les conditions que vous avez rappelées à l'instant. Alors, parce que les plus hautes autorités, ça se refuse pas, quoi, dans ces cas-là. On n'a pas tellement le choix. On n'a pas tellement le choix que d'accepter et d'y aller et de voir la situation. Je ne me suis pas posé la question de comment allait-on faire, comment allait-on réussir, est-ce que j'avais une chance d'échouer? Je crois qu'il fallait y aller, accepter, faire le constat. Ce constat, il n'était pas très optimiste, puisque dès le lendemain, nous avons dû organiser en urgence avec Jean-Luc Dehaene, qui venait d'être nommé président du conseil d'administration, en même temps que moi, une réunion gouvernementale au plus haut niveau pour solliciter de la France, du Luxembourg et de la Belgique l'octroi de garanties importantes pour assurer le financement de la banque. Ça veut dire qu'en fait, elle était quasiment en cessation de paiement à l'automne 2008. Bon, très rapidement, on a mesuré ce qu'il fallait faire, engager les réformes. Et vous êtes dit que c'était jouable à ce moment-là? Ou vous vous êtes dit, oh là là, comment on va en sortir? Écoutez, on n'a pas eu le temps de se poser beaucoup de questions. L'essentiel, c'était d'agir, de définir les axes qui nous paraissaient prioritaires et la liste des problèmes à traiter. On l'a fait assez vite, puisque dès le conseil d'administration du 20 octobre, c'est-à-dire une dizaine de jours après, on avait décidé quelques grandes orientations qu'on a concrétisées lors de l'annonce des résultats du troisième trimestre 2008, le 13 novembre, qui constitue un peu notre ordre de marche dans la transformation de la banque. Alors, Dexia aujourd'hui a annoncé pratiquement 1 milliard de résultats nets d'euros, donc spectaculaire redressement, tout le monde le dit. Est-ce que ça veut dire, que la banque franco-belge est sortie de l'ornière, en tout cas qu'aujourd'hui elle n'est plus, sa survie n'est plus en danger, et est-ce que ça veut dire que pour les salariés, aujourd'hui, vous pouvez les rassurer? Cela veut dire deux choses. Premièrement, que les difficultés du groupe, elles provenaient de deux éléments très différents. Le premier, c'était une exposition très forte au marché américain, puisque le groupe avait des assurances de ce qu'on appelle une activité de rehaussement de crédit, dans lequel il avait assuré beaucoup d'activités de subprime américaine que nous avons vendues. Donc je disais, très rémunérateur tant que tout le monde est d'équerre et qu'on rembourse, et du jour au lendemain, quand on enlève le tapis, alors là, en revanche, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que nous assurions en fait la dette des collectivités locales américaines pour plus de 400 milliards, mais plus de 100 milliards aussi d'assurances données à des structures de type immobilier américain qui ont conduit à de très lourdes pertes pendant l'année 2008. Donc cette activité, nous en sommes sortis en trouvant un acheteur pour cette activité à l'automne 2008. Nous avons conclu cette transaction à l'été 2009 et nous avons vendu nos dernières actions, avec d'ailleurs beaucoup de plus-value, au début du premier trimestre de cette année. Est-ce que Pierre Mariani, avec le recul, vous dites que quand même, une partie, on a dit souvent que c'était la faute notamment de la finance américaine, tout ce qui s'était passé. Hein. C'est quand même là-bas que la tempête est née. Mais est-ce que quand même les banquiers européens, comme Dexia, n'avaient quand même pas passé aussi un peu la ligne blanche, ou en tout cas n'avaient pas pris des risques un peu trop importants? Je crois que la crise, c'est en effet avant tout une crise américaine. On a un peu tendance à l'oublier quand on parle aujourd'hui d'évolution de la régulation et quand on compare les comportements. D'autant qu'il y a un phénomène inverse, c'est qu'aujourd'hui, c'est les Américains qui vous redonnent des leçons et que vous êtes montrés, vous, les financiers européens, disons, comme des élèves moyens. Je préfère avoir sur mon bilan des obligations souveraines de la zone euro plutôt que des subprimes, ce qui est toujours le cas d'un certain nombre d'institutions américaines. Donc cette crise, c'est une crise américaine. Les institutions bancaires européennes, ou du moins un très grand nombre d'entre elles, ont eu aussi des comportements qui ont conduit aux difficultés de l'automne. Et je reviens à la deuxième difficulté de notre groupe, qui a été en fait une crise de liquidité, qui s'est produite après
le défaut de Lehman Brothers à l'automne 2008. Plus d'argent dans les caisses. C'est-à-dire plus d'argent dans les caisses. Et pourquoi? Parce que entre 2006 et 2008, le groupe a constitué un énorme portefeuille obligataire de plus de 220 milliards d'euros, d'engagements très longs, assez peu risqués, je dois le dire, mais financés à très court terme. Donc quand le marché monétaire s'est asséché à l'automne 2008, le groupe n'avait plus les moyens de se financer. Donc aujourd'hui, on considère que vous êtes revenu dans des eaux calmes. Néanmoins, quel est l'état de la dette? Dexia doit combien? Parce que c'est bien de gagner 1 milliard d'euros, mais vous devez combien de milliards d'euros à la France, à la Belgique, au Luxembourg? Nous ne devons plus rien à la France, à la Belgique, au Luxembourg. Les 3 États nous ont garanti nos émissions obligataires, donc nous avons des emprunts qui sont garantis par les États. Depuis le 30 juin de cette année, nous émettons désormais sans garantie des États, c'est-à-dire que nous avons retrouvé notre autonomie de financement et c'est évidemment une étape très importante pour le groupe. Oui, Pierre Mariani, par ailleurs, vous avez quand même aussi pas mal ramassé la toile au niveau international. Vous avez cédé, je crois que c'était aussi une demande des autorités des 3 pays et de Bruxelles que vous soyez, que vous ramassiez un peu la toile en termes d'exposition internationale. Vous allez aujourd'hui, on dit souvent la banque franco-belge. La banque franco-belge, elle est où maintenant? Alors, la banque franco-belge reste une banque franco-belge. Elle est avant tout franco-belge dans son actionnariat, puisque sur les 75% d'actionnaires très importants et identifiés, qui sont les actionnaires historiques de la banque et ceux rentrés à l'occasion de la recapitalisation de l'automne 2008, ils sont essentiellement l'État, les régions belges et un certain nombre de grands acteurs institutionnels en Belgique, ainsi que côté français, la Caisse des dépôts, l'État et la Caisse nationale de prévoyance. Et le développement international, comme il avait été conçu au départ, c'est fini ça aujourd'hui? Le développement international, nous l'avons en effet, il est contraint aujourd'hui. Il est contraint pour 2 raisons. D'abord parce que le groupe était allé dans des pays où il n'avait ni clients ni financement. Donc cela, nous sommes en train d'en sortir progressivement. Nous avons réduit très fortement notre présence en Europe de l'Est, fermé les pays d'Europe du Nord, fermé des activités en Asie. Nous sommes en train de nous retirer complètement du Japon aujourd'hui. Sur nos franchises historiques en Europe, puisque Dexia était une grande banque du financement des collectivités locales en dehors des France et de Belgique, en Italie et en Espagne, nous avons dû prendre l'engagement de céder nos participations et nos filiales dans ces 2 pays, avant 2012 pour l'Italie et 2013 pour l'Espagne. Pour le reste, nous restons aussi une banque avec des activités de banque de proximité, de banque retail, essentiellement en Turquie avec DenizBank, au Luxembourg et en Belgique. Alors d'un mot justement, 600 millions sur le 1 milliard de résultats nets ont été faits par la banque de détail, mais la banque de détail c'est en Turquie, c'est en Belgique, c'est pas en France. Est-ce que vous n'êtes pas un peu quand même un animal un peu bizarre, passez-moi l'expression, Monsieur Mariani? Nous sommes évidemment un animal bizarre, mais comme tous les groupes sont des animaux un peu bizarres. Et en France, c'est vrai que nous sommes une banque qui est une banque institutionnelle, qui est le partenaire financier des collectivités locales. Et le financement des activités françaises est assuré sur les marchés financiers par l'intermédiaire d'obligations foncières, qu'on appelle des covered bonds, qui nous permettent de lever des ressources bon marché à très long terme. Pas de banque de détail en France pour Dexia? Pas de banque de détail en France. Alors, on va parler justement du financement des collectivités locales. C'est le sujet qu'a choisi d'évoquer Sabine de Langlade, car à l'heure où la consigne des États est de serrer les boulons, est-ce que les collectivités territoriales et locales vont emprunter chez Dexia, vont augmenter les impôts locaux, vont geler une partie de leurs investissements? On regarde le reportage signé Flora Sauvage, et puis on en parle avec notre invitée Sabine de Langlade. Crédit ministériel en baisse, suppression d'effectifs, l'heure est à l'économie. Le gouvernement a annoncé le gel pendant 3 ans des dotations de l'État aux collectivités territoriales, alors même que les finances locales sont mal en point à cause de la suppression de la taxe professionnelle. Un certain nombre de départements ont reculé les investissements, d'autres ont été obligés d'augmenter leur endettement. Bref, des situations qui auront, d'une manière ou d'une autre, des conséquences sur la vie des habitants de notre département. Les dépenses sociales des départements sont de plus en plus importantes avec la crise. RSA, APA et allocations adultes handicapés sont à la charge des conseils généraux. Pour sortir de ce cap difficile, 2 solutions s'offrent aux présidents de conseils généraux. Augmenter les impôts, éventuellement, emprunter plus ou faire les 2 à la fois. Mais bien évidemment, emprunter plus, je pense que bientôt, plus aucune collectivité départementale ne pourra le faire parce que son autofinancement va être bientôt négatif, donc pas possible. Augmenter les impôts
nous avons des marges extrêmement faibles puisqu'on ne maîtrise plus que 18% de notre budget sur le plan de la fiscalité. L'augmentation des impôts serait difficile parce que d'abord ça ne relève plus que d'une seule taxe, qui est la taxe foncière, et en plus cette taxe relève essentiellement sur les ménages. Malgré les difficultés financières, beaucoup de présidents de conseils généraux rechignent à augmenter les impôts locaux. La variable d'ajustement devrait se porter sur les investissements. Un sérieux coup de rabot est à prévoir pour 2011. Alors, selon le reportage de Flora Sauvage, Sabine, on se prépare pas des années très drôles en matière d'investissement, de développement des collectivités locales. Oui, c'est à craindre. C'est pour cela que la première question que j'aimerais bien vous poser, Monsieur Mariani, c'est de savoir si la rigueur qui s'impose aux États va aussi s'imposer aux collectivités locales. Et vous qui êtes un de leurs principaux banquiers, est-ce que vous avez peur d'en faire les frais? Vous êtes vraiment le leader du financement des collectivités. Oui, nous avions historiquement une part de marché de plus de 40% dans le financement des collectivités locales en France, près de 80% en Belgique, environ 30% en Espagne, 20% en Italie. Donc on voit bien ce qui se passe aujourd'hui en Europe. C'est des positions que vous avez conservées? Un peu moins en France, puisque nous avons prêté moins l'année dernière. Nous sommes un peu contraints aussi par l'Europe dans notre production globale, mais globalement, nous restons en encours le premier banquier des collectivités locales. Donc rigueur ou pas? Oui, la rigueur, incontestablement, même si le mot fait parfois peur, et certains n'osent pas l'employer. Je ne sais pas si on peut parler de rilance. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aux spectateurs que c'est Christine Lagarde qui a voulu amalgamer les deux mots lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Elle a parlé de rigueur et relance, et donc elle a parlé de rilance. Il s'applique aussi au secteur des collectivités locales. Je rappelle quand même que les collectivités locales sont en France le premier investisseur public, largement devant l'État. Donc une très large part de l'investissement public en France est réalisée par les régions, les départements, les communes. Je vais être un peu vache avec l'État, mais il s'est largement défaussé sur les collectivités locales, allègrement on va dire, et sans leur donner toujours les moyens qu'elle avait avec. Ce sont les transferts de compétences quand même qui ont fait ça depuis le début des lois de décentralisation et qui ont conduit à cette situation. Ils ont filé pas mal le mistigris, quel que soit... Mais est-ce que ça vous a arrangé, vous? Écoutez, je crois qu'il y a eu beaucoup, ça a été un marché en très fort développement. Pourquoi? Parce que nous couvrons finalement tout le secteur de la vie locale, pas simplement celui des collectivités locales stricto sensu, mais aussi celui du secteur hospitalier, dont nous sommes un très gros financeur, celui du logement social, et tous les acteurs de la vie publique. Nous sommes aussi un très gros financeur de projets dans les partenariats publics-privés. Donc on a une bonne perception de ce qu'est l'investissement public ou parapublic en France. Mais plus largement, les collectivités locales vont devoir participer, comme les États souverains et comme les ménages, d'une certaine manière, à l'effort de maîtrise des finances publiques. C'est une démarche qui est commune à l'ensemble des pays européens. On voit bien que tous les plans de maîtrise des finances publiques comportent une maîtrise aussi des concours des États aux collectivités locales. Moins d'investissement, plus d'impôts locaux, foncières, habitations... Ça veut dire que les collectivités locales ont connu une période de très grande aisance budgétaire dans les dernières années, avant la crise en tout cas, du fait notamment de l'évolution du marché de l'immobilier, du fait de la progression très forte des ressources fiscales, que ça a conduit à aussi un développement très fort des dépenses de fonctionnement, plus d'1 million de fonctionnaires nouveaux, y compris les transferts de l'État, que cette situation-là va devoir évoluer dans un sens d'une plus grande rigueur de gestion en tout cas. Est-ce que vous pensez qu'il devrait faire comme l'État, remplacer un fonctionnaire sur deux? En tout cas, les dépenses de fonctionnement, on le voit bien d'ailleurs dans certaines communes qui sont peut-être plus dans des situations financières plus précaires, ont fait aujourd'hui des efforts de gestion qui sont tout à fait comparables à ceux de l'État. On a dit que si elle s'était fait vendre des produits toxiques, c'est parce qu'elle n'avait pas les compétences pour les évaluer. Est-ce que vous pensez que les collectivités locales manquent effectivement de compétences financières et quelle a été la responsabilité des banques et moi, j'ai comme interlocuteur des élus locaux dont le moins qu'on puisse dire, c'est que chaque fois qu'on s'entretient de leurs dettes, ils m'ont l'air plutôt au fait et plutôt complètement capables de comprendre ce qu'ils ont fait. Il en va de même, évidemment, des grands administrateurs ou des responsables financiers des collectivités. Je crois qu'on ne peut pas généraliser, bien entendu, mais pour les très grandes collectivités, le niveau de compétence est équivalent à celui qu'ils avaient dans les banques. Donc celles qui en ont acheté l'ont fait en connaissance de cause? Je crois que ceux qui l'ont acheté l'ont fait pour une raison tout à fait compréhensible, qui était celle de baisser le coût de leur dette. Et d'ailleurs, le coût de la dette a baissé.
Le coût moyen de la dette structurée, aujourd'hui, il est de 3,6% en moyenne, c'est-à-dire un taux d'intérêt relativement bas pour des emprunts qui sont tous très longs. Et il est inférieur à ceux qui ont emprunté à taux fixe. Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, les collectivités locales, globalement, même si elles doivent en effet faire des efforts de gestion et de rigueur de gestion comme tout le monde, somme toute, elles ne sont pas en danger économiquement et financièrement? Vous vous souvenez de la faillite de certaines villes comme Angoulême il y a une vingtaine d'années à peu près? Il n'y a pas ça aujourd'hui, malgré une crise beaucoup plus violente qu'en 92-93. La situation d'Angoulême résultait d'autres facteurs qu'une évolution économique. La crise de 93 avait provoqué comme un effet de levier justement sur... Je crois qu'il faut se rappeler quand même quelques chiffres. L'épargne annuelle des collectivités locales, c'est 32 milliards d'euros. Donc c'est un montant tout à fait important. Donc aujourd'hui, on ne peut pas non plus généraliser l'analyse de la situation des difficultés financières. Il est vrai que, comme un certain nombre d'intervenants le faisaient remarquer dans le reportage précédent, quand on analyse la situation financière des collectivités locales aujourd'hui, c'est probablement le département qui est dans une situation la plus délicate. Oui. Parce qu'une partie de ses recettes dépend des transactions immobilières et du prix de l'immobilier, d'une part, et que parce que ces dépenses sont très largement orientées vers l'action sociale et que les difficultés actuelles entraînent une progression très très vive des dépenses sociales. Donc ce sont plutôt les départements qui, dans la situation actuelle, souffrent le plus du point de vue financier. Et l'étude qu'on vient de faire sur l'ensemble des collectivités locales en France, on vient de faire la même en Belgique ces jours derniers, ne montre pas de dégradation de la situation financière globale du secteur local. Oui, la nouvelle couche de réglementation qui va s'imposer aux banques, va-t-elle encore réduire les crédits aux particuliers, aux collectivités locales? C'est ce que disent les banquiers. Hein. Plus on nous met de contraintes, moins on fera de crédits, parce qu'on est obligé de garder l'argent pour se garantir on nous demande des garanties bien plus importantes. J'ai l'habitude de dire que les banques vivent doublement du crédit. Elles vivent du crédit qu'on leur fait, parce que sinon elles ne peuvent pas emprunter leurs propres ressources, et elles vivent aussi du crédit qu'elles font. C'est-à-dire qu'une banque doit faire du crédit pour vivre. C'est ce qui nous fait notre raison d'exister et notre raison de vivre. Donc aujourd'hui, on peut parler de discrédit dans les deux sens du terme aussi. C'est-à-dire qu'il faut corriger les conséquences de la crise, et notamment du fait que le système bancaire dans son ensemble, même s'il ne faut pas généraliser à tous les acteurs, a quand même eu des comportements qui ont accentué la crise et sont en partie responsables de la crise de 2008. Donc ça nécessite un renforcement de la régulation bancaire, bien sûr, mais au-delà de la régulation bancaire, de toutes les activités financières qui ne sont pas celles des banques, celles des hedge funds, celles des tout ce qu'on appelle les marchés dérivés de crédit, les marchés de matières premières, qui sont aussi des objets de spéculation dans le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase de renforcement de cette réglementation. Cette phase de renforcement, elle va poser deux types de difficultés. La première, c'est un sujet de renforcement des fonds propres. Donc, et plus on demande de fonds propres, plus il faut rémunérer ces fonds propres, et plus il va falloir trouver les moyens de les rentabiliser derrière. C'est une première difficulté. Deuxième difficulté, c'est la gestion de la liquidité des banques, et là aussi, ça va dans le bon sens. Au total, la multiplication des contraintes et des règles, et notamment des besoins de capital, va peser sur le coût du crédit et sur l'offre de crédit disponible. Alors on va passer à un autre sujet. Le patron qui aimait les littéraires, c'est le bouquin, l'ouvrage que vient de faire paraître Serge Villepelet. Il est le président de PricewaterhouseCoopers. Il relate l'opération Phoenix qui montre que quand on a fait des études d'histoire, de sociologie, de philo ou de psycho, on peut aussi rentrer dans des grands groupes comme justement des grands cabinets d'audit et de conseil comme PricewaterhouseCoopers. Alors les jeunes diplômés et l'emploi, vaste sujet au régime général. On voit le reportage signé Charlotte Grégory et on en parle avec Serge Villepelet et Pierre Mariani. Les jeunes, premières victimes de la crise. Depuis 2008, près d'un demi-million d'emplois salariés ont été détruits et le chômage des 15-25 ans a bondi. Hausse de 5,5 points entre 2008 et 2009. 642 000 jeunes étaient au chômage au troisième trimestre 2009. L'INSEE le rappelle, la croissance remonte, mais est loin d'être suffisante pour compenser. Nous anticipons que ce mouvement va se poursuivre à une allure un peu modérée. Nous prévoyons un rebond de l'activité au deuxième trimestre, 0,5%. Et puis ensuite, l'activité se maintiendrait sur un rythme de 0,4% par trimestre.
L'intérim remonte la pente et profite plus particulièrement aux jeunes, mais est-ce signe de stabilisation de l'emploi? Les avis divergent. Pour la ministre de l'économie, en tout cas, le repli du taux de chômage chez les jeunes reflète la relance de l'apprentissage, le retour à des taux de croissance positifs et le dynamisme de l'intérim. Des emplois qui demeurent précaires, mais aujourd'hui les jeunes sont nettement plus diplômés qu'il y a 30 ans et ils ont beaucoup plus de mal à trouver leur premier job. Serge Pellet, vous faites partie de ces patrons donc, qui on dirait plongé fortement dans l'opération Phoenix. En 2 mots, donc je l'ai dit, c'est avoir des gens qui ne sont pas du tout venus d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, des grandes écoles comme on dit, et qui peuvent quand même intégrer l'entreprise, c'est ça? Tout à fait. L'opération Phoenix consiste en recrutement de littéraires issus de l'université. En fait, le projet est très simple. Ce sont un certain nombre d'entreprises qui ont passé un accord avec des universités pour recruter en fait des étudiants de filière littéraire en Master 2 et avec un contrat à durée indéterminée et un statut de cadre en fait, et avec une petite formation avant d'intégrer les entreprises. En clair, j'ai fait une licence d'histoire dans une fac à Marne-la-Vallée par exemple, et vous m'embauchez chez Price et vous me faites une formation et puis après je deviens comme tout le monde. Une formation de 3 mois et après vous rentrez soit par exemple en audit, soit par exemple en conseil. Voilà, exactement. Pierre Mariani, est-ce que c'est vrai que la plupart des grands groupes, et notamment les banques, étaient un peu clonés, entre guillemets, avec toujours les mêmes filières? Je crois que c'est pas un problème simplement des banques ou sectorielles en France, c'est un problème vraiment de structure de l'embauche des jeunes diplômés en France. Et quand on la compare à ce qui existe en Angleterre ou aux États-Unis, on voit qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait une école de commerce ou une école d'ingénieur pour devenir oui, mais c'est le tropisme quand même, hein, messieurs, dans vos entreprises, non? Au départ, c'était pas un peu le tropisme? Oui, enfin c'est vrai que c'est la façon, un peu classique. Ce sont nos filières de recrutement normales, ce sont les grandes écoles, Sciences Po. Bon, mais là, on a lancé un projet pour essayer de changer les choses. Oui, tout à fait. Donc. Peut-être que l'heure n'est pas encore au recrutement chez Dexia, puisque vous êtes... vous savez, même les entreprises qui sont en restructuration continuent à embaucher. Donc ça n'est pas sujet. C'est vrai que c'était une culture, du moins en France, je peux comparer la situation française et belge avec une très grande différence, où en France on avait beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de polytechniciens, beaucoup de centraliens, beaucoup de diplômés de grandes universités spécialisées en gestion et en mathématiques financières. Bon, cette culture, on a vu aussi ses limites. C'est-à-dire que les gens ont fait, ça a introduit une culture, non, je dirais même pas scientifique, mais très très mathématique, avec une croyance très forte dans la modélisation érigée en dogme. Descartes quand tu nous tiens. Et je pense qu'on devrait surtout... Non, à mon avis, c'est un contresens. On aurait dû leur faire lire Descartes avant et considérer qu'il faut avant tout douter plutôt que d'appliquer des modèles. Serge Pellet, dans votre ouvrage, on voit quand même que les universités, c'est pas non plus simple, les rapports. Quand vous arrivez dans une université, les étudiants, les profs, vous continuez à vous regarder de manière un peu suspicieuse, on va dire. Oui, c'était vrai il y a 3 ans. Je trouve qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, notamment... je trouve que les présidents d'université, les professeurs ont fait beaucoup d'efforts en direction des entreprises, les entreprises aussi. C'est vrai qu'il faut le challenge, c'est d'arriver à faire comprendre aux étudiants de filières littéraires, par exemple, qu'ils ont aussi la possibilité, au-delà de l'enseignement ou de la recherche, d'intégrer un monde formidable qui est le monde de l'entreprise. Et voilà. Comment ça se passe avec les troupes de PricewaterhouseCoopers traditionnelles qui viennent souvent des grandes écoles d'ingénieurs, des grandes écoles de commerce? Je trouve que ça se passe plutôt bien. Les recrues dites Phoenix sont bien intégrées. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, un point qui est intéressant, c'est que au début, on a voulu créer un petit groupe Phoenix, et en fait, les étudiants qui viennent de filières littéraires ne veulent surtout pas être identifiés différemment des autres. Donc ils veulent vraiment se fondre dans le moule. Et je trouve qu'après quelques années, et finalement en voyant la réussite en fait de ces étudiants, de ces jeunes recrues chez nous, en fait ces étudiants venant de littéraire, ben finalement ça se passe bien, ils sont vraiment intégrés dans l'entreprise. Oui. Pierre Mariani, il y a eu quelques initiatives, celle-là est l'une des plus importantes et sans doute l'une des plus belles réussites, mais on a quand même le sentiment que l'entreprise vis-à-vis des étudiants, à part bien sûr ce qui est très rodé, école de commerce, école d'ingénieur, encore une fois, notamment dans l'université, il y
y a encore un travail de très longue haleine. Comment vous expliquez? Est-ce que vous avez le sentiment que on n'a pas assez pris les choses à bras le corps, ou que vraiment culturellement on part de si loin qu'il va falloir beaucoup de temps avant de réussir à faire que la fac soit aussi normale dans une entreprise qu'une école de commerce ou d'ingénieur? Je pense qu'on part de très loin, mais de méfiance réciproque, hein, à la fois d'une méfiance du système éducatif à l'égard de l'entreprise, et ça ne commence pas à la fac. La fac récupère une situation qui est commencée très tôt, et d'ailleurs beaucoup de groupes de travail se sont penchés sur l'enseignement de l'économie et l'apprentissage progressif à l'entreprise. Et les ouvrages. Et les ouvrages d'économie. L'économie de marché, si vous prenez les ouvrages d'économie ou d'histoire, c'est le marché aux esclaves de Rome. Donc non, nous ne sommes plus au marché aux esclaves de Rome. Et ça, je crois qu'il faut faire changer cette évolution. Elle est en marche. La multiplication des stages au cours du cursus scolaire puis universitaire est une très bonne chose. C'est une accoutumance progressive à l'entreprise, et c'est aussi l'accoutumance de l'entreprise à des modèles d'enseignement qui ne sont pas identiques. La multiplication des apprentissages, de l'apprentissage notamment, qui concerne l'université comme les grandes écoles d'ailleurs, assure des transitions qui aujourd'hui sont des modèles extrêmement efficaces. Serge Villepeulet, l'apprentissage justement, c'est encore un mot qui ne passe pas dans ce pays, alors que les Allemands, on voit la réussite que ça leur a permis. Oui, mais je pense que beaucoup d'entreprises s'y sont mis, les étudiants s'y mettent, et je trouve que ça progresse en fait. Est-ce qu'il y a une vraie urgence aujourd'hui? Parce que c'est vrai que la démographie, même si la France n'a pas à se plaindre de ce côté-là, beaucoup, on entend de plus en plus parler encore une fois, d'immigration, choisie ou pas, peu importe, alors qu'on a quand même des viviers ici qui, avec un chômage des jeunes qui reste quand même assez important. Il y a une urgence, ne serait-ce qu'il ne faut pas oublier que les grandes générations nombreuses du baby boom vont partir à la retraite, et qu'il risque dans quelques années d'y avoir justement des besoins qui seront difficiles il sera difficile d'y faire face. Donc il y a besoin de trouver des nouvelles filières de recrutement, et voilà, donc d'où le projet. À terme, Phoenix, à votre avis, ça sera combien de... vous voudriez que ça soit une espèce d'étiage par an? Notre objectif, on recrute à peu près 500 jeunes par an, et notre objectif, c'est de faire 10%, c'est-à-dire 50 par an littéraires. Voilà. Pierre Mariani, même s'il n'en est pas à l'embauche, vous m'avez dit que si, vous allez revenir justement à des rythmes d'embauche dans les années qui viennent pour Dexia. Écoutez, oui, je pense que ça dépend des marchés. Nous sommes à la fois présents dans des pays émergents, où l'année dernière, en Turquie par exemple, on a embauché plus de 1500 personnes. Alors là, avec des profils beaucoup plus diversifiés encore que chez nous, à la fois en termes d'équilibre homme-femme et en termes d'équilibre de formation initiale. Mais en Belgique, nous avons embauché près de 300 personnes l'année dernière, avec des horizons universitaires extrêmement diversifiés. En France, un peu moins, puisque là, nous sommes en contraction plus sévère que par le passé. Donc, je crois qu'il y a une volonté, en tout cas, très forte, à la fois d'internationalisation et de variation des profils. Ben voilà, j'avais deux patrons qui aiment les littéraires. Merci Serge Villepeulet, merci Pierre Mariani d'avoir été le dernier invité de la saison. Comme d'habitude, vous retrouvez l'émission sur www.publicsénat.fr. Je vous l'ai dit, c'était la dernière de la saison. Mes deux efficaces et adorables complices, Laurent Elkabbach et Charlotte Grégory, se joignent à moi pour vous souhaiter un très bel été. Et puis merci aussi à l'équipe technique tout au long de cette saison, qui a été non seulement adorable, mais également efficace. Voilà, en espérant bien sûr vous retrouver la saison prochaine à la rentrée. Très bon été à tous.